Ok. Donc je suis Simon Gessiot, je suis psychologue clinicien, j'interviens en soins palliatifs depuis de nombreuses années. Alors autant vous dire que des histoires telles que celles qu'on a entendues depuis samedi, j'en ai entendu beaucoup moi-même dans mon cabinet. Alors du coup, quand je parle avec mes collègues, ils me disent, mais effectivement, ce que dit Yves Linès, mais ce sont simplement des croyances, ce sont des histoires de fantômes, c'est voilà, simplement la souffrance qui fait ça. Non, mais lorsque ces histoires reviennent encore et encore par tout type de patients, de tous les âges, de toutes les croyances, de toute spiritualité, est-ce qu'on peut encore appeler ça des histoires de fantômes? Moi, on m'a appris en tant que psychologue d'être le scribe du patient, c'est-à-dire d'écouter sans jugement. Le patient sait, et c'est lui qui a la clé, et le travail du psychologue d'ailleurs, c'est d'aider à trouver sa propre clé au patient. Donc je n'arrive pas avec un savoir tout fait pour le patient. Ça m'a beaucoup aidé avec ce style de patient. Donc j'accompagne les patients qui sont en fin de vie, et là encore, comme disait Baptiste Vallée ce matin, si vous saviez le nombre incalculable de personnes qui arrivées en toute fin de vie me disent « il y a ma mère, il y a ma grand-mère qui est là ». Souvent une figure féminine, presque toujours une figure féminine. Une fois ou deux, j'ai eu une figure masculine. C'était une dame en fait qui n'avait pas connu sa maman, toute petite, une très vieille dame, et qui avait été élevée par son papa. Et voilà, et donc c'était son papa qui se présentait pour venir la chercher. Mais la plupart du temps, c'est une maman ou une grand-mère. Voilà. Donc les femmes, vous voyez quelle mission vous avez, vous mettez au monde, et vous venez aussi chercher pour faire le passage dans l'autre monde. Donc voilà ces histoires. Pour introduire mon propos, je vais vous parler d'une des histoires, parce qu'il faut que je raconte des histoires. Voilà, donc je vais vous parler de Christelle. Christelle, c'est une jeune femme de 40 ans qui vient me consulter, qui a perdu sa maman. Elle habitait en région bordelaise. Donc elle est allée à l'enterrement sur Bordeaux, et puis elle est revenue sur Paris, là où je travaille. Et puis, de semaine en semaine, elle reprend son quotidien. Elle a laissé son papa, qui est veuf là-bas, puisqu'il est entouré avec les frères et sœurs. Et puis, il reprend son petit métro boulot dodo. Elle m'explique que le quotidien, c'est la même chose, sans être tout à fait la même chose. De prendre le métro, de se faire du café, ça n'a plus la même saveur qu'avant. Comme si le monde avait changé. C'est bien que ce n'est pas le monde qui a changé. C'est quelque chose en elle qui a changé. Beaucoup de personnes font cette expérience, me livrent ça dans la phase de deuil. Bon. Comme tous les soirs, elle fait sa vaisselle, elle vit seule. Elle fait sa vaisselle, elle mange, elle fait sa vaisselle, et puis elle s'installe sur le canapé devant la télé, et puis elle est là, en train de zapper de chaîne en chaîne, quand tout d'un coup, elle sent un souffle d'air passer au-dessus de son épaule droite. À peine le temps de réaliser ce qui se passe, qu'elle sent de nouveau un souffle d'air passer au-dessus de son épaule droite, mais dans l'autre sens. Elle regarde autour d'elle, toutes les portes sont fermées, toutes les fenêtres sont fermées. Et quand bien même, me dit-elle, parfois quand j'ouvre les fenêtres, il y a l'air qui circule, mais ça ne circule jamais de cette manière. Vous savez, quand on vit dans un appartement depuis un petit moment, on connaît notre appartement, on connaît les bruits qu'il y a dans l'appartement, la circulation de l'air, tout ça on connaît. Elle dit, c'est pas ça du tout. Elle en est là, stupéfaite, et une troisième fois, le courant d'air repasse. Et là, elle se dit, mais maman, et tout d'un coup, elle sent une odeur puissante de lavande venir à ses narines. Mais pas n'importe quelle lavande, l'odeur du parfum à la lavande qu'utilisait sa maman au quotidien pour se laver. Incroyable. Bon, et elle me dit, pour se rassurer tout de suite, que vous savez, je ne bois pas d'alcool, je ne prends pas de médicaments, et puis... Enfin voilà, ce n'est pas une hallucination. Non, ce n'est pas une hallucination. Puis elle me regarde comme ça, elle attend de voir comment je réagis. Certains patients sont assez méfiants avec les psychologues, ils ont l'impression qu'on va les interner tout de suite. Non, pas du tout. Et elle me dit, mais vous savez, mon papa, qui est veuf donc, lui aussi a vécu des phénomènes étranges. En plus. Et bien il dit, un soir, il était pareil chez lui, et puis
il a senti que quelque chose le réveillait en pleine nuit. Voilà. Un sentiment de présence à lui. Il a senti un sentiment de présence, donc il le réveillait, qui le tirait de son sommeil. Il ouvre les yeux, et qu'est-ce qu'il voit au pied de son lit? Je vous le donne dans le mille. Sa défunte femme au pied de son lit, qui était là en compagnie de son beau-père, donc c'est-à-dire le père de sa femme, au pied de son lit, qui le regarde et qui lui disent « Tout va bien, je suis avec mon père ». Elle lui sourit, et l'image disparaît. À partir de ce moment-là, elle me dit que mon papa va beaucoup mieux. C'est comme si cette apparition, qui est un dernier au revoir, était venue fluidifier quelque chose dans le deuil. Donc vous voyez bien, on n'est pas dans quelque chose de pathologique, on n'est pas dans une crise psychotique de schizophrénie, de déstructuration psychique. On est dans quelque chose qui porte, qui aide, qui fluidifie. C'est ça la différence avec la psychose et avec les hallucinations de cet ordre-là. On en parlera un petit peu plus tard. Dans tous les cas, donc je lis, pardon, la manifestation est spontanée. Jamais Christelle n'a voulu voir apparaître sa maman. Jamais le papa n'a demandé à ce que la maman apparaisse. La manifestation est venue toute seule, spontanée, sans l'aide de quelqu'un, sans l'aide d'un médium. C'est spontané, c'est bienveillant, c'est relativement bref, quelques secondes, et ça ne se reproduit plus jamais. J'ai eu quelques cas où ça s'était reproduit une deuxième fois, mais après, ça ne se reproduit plus. Un autre exemple. En soins palliatifs, je travaille aussi dans une unité de prise en charge de la douleur. Et je reçois un monsieur qui vient pour donc des douleurs, mais qui lui n'est pas en fin de vie. C'est un vieux monsieur, Jacques. Jacques, il me dit qu'il a perdu sa femme, et que depuis qu'il a perdu sa femme, il a vendu sa maison, il a vendu ses affaires et il vit en maison de retraite. Mais c'est un choix personnel, c'est lui qui a décidé, parce que ça lui convient très bien. Comme ça, il peut consacrer tout son temps à ses enfants, il n'a plus à se poser de questions, de faire à manger, de faire les courses, de gérer tout le quotidien. Donc il est en maison de retraite et ça lui va bien. Bon. Et puis, je ne sais plus comment ça vient sur le tapis, mais il me dit, mais vous savez, moi je n'ai pas peur de la mort. Pourquoi vous n'avez pas peur de la mort, monsieur? Et on sent, ils tentent des perches, des fois, les patients, comme ça, pour qu'on en dise un petit peu plus. Pourquoi? Donc je l'invite. Mais il me dit, ben, vous savez, moi je sais que la vie ne se termine pas avec la mort terrestre. Ah, ok. Plusieurs fois, j'ai été réveillé aussi en pleine nuit par quelqu'un qui venait me caresser le bras. Alors, au début, je dis, j'étais dans mon sommeil, c'est rien. Mais l'expérience se répète de nuit en nuit. Voilà, toutes les nuits, il est réveillé par quelqu'un qui vient lui caresser le bras, mais de manière très douce. Il n'est pas secoué comme ça, c'est une petite caresse. Il allume la lumière, il regarde, il dit, je sais pas, il n'y a pas un chat qui est rentré par là, qui est sous le lit, non, il n'y a rien. Et vu que l'expérience se répète de nuit en nuit, pareil, il s'autorise à faire quelque chose, une intuition qu'il a, il dit, mais je ne sais plus le prénom de la femme, mais Jacqueline, est-ce que c'est toi? Et là encore, il sent avec une infinie tendresse, hein, c'est ces mots, avec une infinie tendresse, quelque chose venir lui caresser la joue, comme ça. Et le monsieur, il me dit, mais vous savez, encore une fois, je ne suis pas fou, hein, moi j'ai été ingénieur de profession. Alors quand un homme de 90 ans à l'époque me disait, j'étais ingénieur de profession, ça voulait tout dire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fantaisie dans sa vie, c'était 1 + 1 = 2, voilà, toutes les fantaisies de ce genre n'avaient pas lieu d'être. Et pourtant, voilà ce qui m'est arrivé. Voilà. Et depuis, donc, je sais que ma femme sera là, quand ça sera à mon tour de passer, elle sera là pour venir me chercher, j'en ai la certitude. Voilà. Jacques, il est persuadé que le lien d'amour qui l'unissait à sa femme continue après la mort. Ça, c'est un beau message. C'est ce que je dis souvent aux personnes, et c'est ce que j'écris d'ailleurs dans mes bouquins, c'est le lien d'amour ne s'altère pas. Il ne faut pas avoir peur forcément de ces manifestations. Si vous étiez dans une vibration d'amour avec la personne, pourquoi est-ce que ça aurait changé en étant de l'autre côté? Vous voyez? Alors, pour être un petit peu scientifique quand même, puisqu'on me demande d'être à cette place de scientifique, j'ai fait quelques recherches. Et déjà dans les années 1970,
Un monsieur qui s'appelle Dewey Bliss avait fait une étude sur les veuves. Et il a été très surpris de se rendre compte que dans cette étude, la moitié des veuves témoignaient avoir eu un sentiment de perception du défunt dans les jours qui suivaient le décès. La moitié, 50%. À l'époque, dans les années 70, il a classé ça sous le terme d'hallucination. C'était un médecin et il s'est fait publier dans un journal médical. Il était obligé d'utiliser des termes comme ça à l'époque. Hallucination visuelle, je vois le défunt apparaître. Hallucination auditive, j'entends le défunt qui me parle. Hallucination tactile, il me touche. Et ce qu'il nomma les illusions, c'est-à-dire le sentiment de présence. Je sais qu'elle est là. Je sais qu'il est là. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est une certitude. Il est là. Il y avait plus de femmes que d'hommes qui avaient ces perceptions. Voilà. Les personnes n'en parlaient très peu, même pas du tout à leur médecin, puisqu'elles avaient peur d'être ridiculisées. Donc jamais les médecins n'étaient au courant de ça. Et 94% des personnes qui avaient fait ce genre d'expérience, 94% disaient que ça les a aidés à avancer dans le deuil. Seuls 6% disaient que ça a été un petit peu triste, un petit peu lourd sur le moment. Mais 90%, c'est venu fluidifier quelque chose dans le deuil. Voilà. Cette expérience-là, cette étude-là, je veux dire, fait aussi référence à d'autres études, mais je ne vais pas vous assommer avec ça, mais qui toutes disent la même chose. Dans toutes les cultures, de par le monde et de par les époques, on retrouve les mêmes statistiques. Lorsqu'on perd quelqu'un de proche, on a une chance sur 4 d'avoir un contact spontané avec elle, avec cette personne. Si c'est notre conjoint, on a une chance sur 2 d'avoir un contact. Et si c'est un enfant qu'on perd, on a 3 chances sur 4, donc 75% de chance d'avoir un contact spontané dans les jours qui suivent le décès de l'enfant. C'est énorme. C'est énorme. Donc la conclusion de l'enquête dit ça. Les hallucinations sont des expériences communes. C'est pas ce qu'on a l'air de dire dans la vie de tous les jours finalement, parce que les gens ont toujours l'air surpris lorsqu'on parle de ça, mais pourtant, déjà dans les années 70, il conclut, ce sont des expériences communes que l'on vit. Elles se produisent sans distinction de sexe, de culture ou de croyance. Elles ne portent aucunement atteinte au comportement manifeste de la personne, c'est-à-dire qu'à partir de ces hallucinations-là, enfin ces hallucinations, ces manifestations, il n'y a pas une dégradation psychique de la personne, vous voyez ? Il n'y a pas de confusion dans les jours qui suivent, il n'y a pas un morcellement de la personnalité, il n'y a pas des sautes d'humeur complètement incompréhensibles, incroyables. Le langage ne se met pas à se détériorer, vous voyez, comme ça peut être le cas dans d'autres pathologies. Non, il n'y a pas ça. Donc ça ne porte pas atteinte au comportement. Les veuves et les veufs sont complètement capables d'intégrer l'information et de la garder pour elles. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui les dépasse et qui ne savent pas quoi en faire. Non, on sait que ça est arrivé et on le garde précieusement pour nous. D'ailleurs, les gens me disent ça. Quand ça arrive, ils disent « Je garde ça comme un petit bijou dans son écrin, c'est rien pour moi. Et j'ai pas envie d'en parler à tout le monde. C'est rien pour moi. C'est une preuve d'amour entre lui et moi, ou entre elle et moi. Et voilà. J'ai pas envie de l'abîmer en parlant aux autres. » Ouais. Donc ces hallucinations sont utiles pour l'endeuillé et elles ont tendance à disparaître avec le temps. Elles sont, ces manifestations-là, tout ce que j'ai pu rencontrer, toujours liées à un décès récent. Ce ne sont pas des défunts qui viennent, dans le cas dans mon expérience, je parle, dans les jours ou les semaines qui suivent, dans les mois, allez, dans les 3 mois, dans les 3 mois qui suivent maximum, ça arrive. Ça peut revêtir dans diverses formes, soit je vois, soit j'entends, soit je ressens la présence, soit je suis touché. Le VSCD, le vécu subjectif de contact avec le défunt, c'est un terme un petit peu lourdingue, donc les VSCD, vécu subjectif, c'est-à-dire de contact avec les défunts, ces manifestations-là, donc se produisent en contact direct, sans qu'il y ait besoin d'un médium à côté. C'est entre la personne et nous. La sensation est immédiatement interprétée par la personne qui la vit. C'est ce dont on parlait hier avec Aaron, c'est-à-dire c'est la signature. C'est comme si le défunt, lorsqu'il vient, il se montre, il se signe. Vous voyez, comme je disais avec Christelle, c'est l'odeur du parfum, du savon à la lavande. On sait que c'est maman, c'est personne d'autre. Pour Jacques, c'était vraiment le petit geste que sa femme faisait comme ça sur la joue. Sa femme faisait ça quand elle passait près de lui de temps en temps, elle faisait une petite caresse comme ça. Il y avait qu'elle qui faisait ça.
Donc elle se signe, donc il y a la signature du défunt. Pour d'autres, ça va être le grand-père ou le papa qui fumait la pipe et on rentre dans une salle, comme ça, dans une chambre, et tout d'un coup il y a l'odeur du tabac, mais très fort, comme si quelqu'un venait de souffler la fumée sous le nez. Manifestement, il n'y a personne. Et pourtant, ça apparaît. Vous voyez, donc la signature du défunt. Le défunt se signe toujours pour dire que c'est lui, précisément lui, je viens pour toi. L'expérience n'est généralement pas angoissante. Et pareil, dans mon expérience, c'est pas angoissant. Il y a juste une personne une fois qui m'a dit qu'elle avait eu un petit peu peur et qu'elle ne souhaitait pas que ça se reproduise. Et la plupart du temps, les gens en redemandent en fait. Si c'est arrivé une fois, ils voudraient que ça se répète, mais malheureusement, ça ne se répète pas. Ça ne se répète pas. Voilà. L'expérience, alors oui, ça c'est important ce que je vais vous dire, l'expérience se fait toujours lorsque la personne est au clair avec le défunt, est au clair avec le deuil plutôt, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans une souffrance insurmontable, lorsqu'elle ne rejette pas la disparition. Vous savez, dans les premiers temps du deuil, on est tellement accablé qu'il y a ces personnes qui disent « Mais pourquoi tu es parti? Pourquoi tu m'as laissé? Moi, je t'aimais tellement. Comment tu as pu me faire ça ?» Et qui sont dans un monologue comme ça en boucle, dans cette souffrance. Et là, le défunt, il a beau envoyer des signes. Si vous êtes vraiment refermé sur vous, sur cette souffrance, c'est comme des œillères en fait. Vous ne les verrez pas. Donc, toutes les expériences dont je parle, c'est des gens qui avaient déjà un petit peu cheminé sur ce deuil, qui avaient accepté, entre guillemets, le départ. Donc voilà, ça c'est important. Quand vous êtes en phase de deuil, ne restez pas enfermé dans cette souffrance trop longtemps, si vous pouvez. Je sais que c'est très facile à dire. Pardon, hein, je sais que c'est facile à dire, mais... Voilà. Et ces expériences, quand elles viennent, elles marquent durablement l'esprit de la personne. Toute sa vie, on s'en souvient. Moi, ici ou dans d'autres salles, j'ai des gens qui disent « Mais vous savez, ça m'est arrivé il y a 20 ans. » Et bien, je me souviens comme si c'était hier. Ça m'a marqué à vie. Et c'est ça peut-être aussi la différence qu'on peut faire avec des hallucinations, c'est que quand c'est une hallucination, c'est quelque chose d'assez fugace, qui ne marque pas, qui n'impressionne pas plus que ça. Quand c'est une manifestation d'un défunt, c'est comme un faisceau laser, c'est très précis, et toute notre vie, on s'en souvient, avec la même fraîcheur. On retrouve l'émotion de l'instant. Voyez. Donc, certains disent que c'est un mécanisme de défense, parmi mes collègues, effectivement. Un mécanisme de défense du deuil. Alors, je vais vous dire quelques mots sur le deuil, puisque je suis psychologue en deuil, je suis obligé d'en passer un petit peu par là, mais je ne vais pas vous assommer avec les théories du deuil. Deuil, déjà, ça vient de dolérer, ça veut dire douleur. Travail, ça vient de tripaliare, ça veut dire souffrance, un instrument de torture. Travail de deuil, souffrance, torture, douleur. C'est-à-dire que c'est une période où il faut, en tant que psychologue, je vais vous le dire, obligatoirement en passer par la douleur. Il faut accepter la douleur. Il ne faut pas rejeter la douleur. Plus vous rejetez la douleur de la perte, plus elle va être retardée, mais elle va finir par arriver un jour ou l'autre. Donc le travail du deuil consiste à ça, à accepter cette douleur, à accueillir ce qui vient. Il y a des jours où on est triste, on est au fond du trou, et puis d'autres jours où ça va un petit peu mieux. Il ne faut pas se culpabiliser d'aller un petit peu mieux. Le deuil, c'est ça, c'est une sinusoïde. Vous voyez, il y a des jours avec, des jours sans, des jours avec, des jours sans. Quand vous êtes toujours tout en haut, tout va très bien. J'ai perdu ma compagne, mais tout va très bien. Ah non, je sens bien que c'est pas possible. Quand on est à l'inverse, tout en bas, rien ne va, tout est noir, ma vie est finie, c'est foutu, il n'y a plus de sens à rien. Ah non, ça ne va pas non plus. Le deuil, c'est vraiment cette oscillation entre le haut et le bas. Il y a des jours avec, des jours sans. Des jours où je suis en train de discuter avec quelqu'un et ça m'assomme, j'ai pas envie de les entendre, je suis fatigué, j'ai juste envie de rentrer chez moi, de me reposer. Je veux plus les entendre. Et le lendemain, on a besoin d'être avec quelqu'un, de marcher au bord d'un lac et de parler de toute autre chose. C'est pas facile d'accompagner des gens qui sont endeuillés parce que on sait jamais sur quel pied danser avec eux. La meilleure chose à faire, c'est dites-moi, qu'est-ce que tu as besoin? Comment je peux t'aider? Est-ce que tu as besoin qu'on parle du défunt? Ou est-ce que tu as besoin qu'on parle de toute autre chose du défunt? On ne peut pas savoir à l'avance, et même moi, après toutes ces années, je ne sais même pas à l'avance ce dont la personne a besoin. Il y a des gens qui vont dire, mais allez, parle-moi de tes vacances là, parle-moi de tes vacances aux États-Unis que tu vas faire,
Hey, j'ai besoin de penser à autre chose, vas-y. Et d'autres qui vont dire, mais j'en ai rien à foutre de tes vacances aux États-Unis. Moi, ce que je veux, c'est qu'on me parle de ma femme qui est décédée. C'est ça qui est le plus important. Voyez. Donc demandez, quand vous voulez accompagner des gens, demandez-leur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce qui serait utile pour toi? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Comme ça, vous serez sûr d'être au plus juste. Vous savez, accompagner quelqu'un, ça ne veut pas dire marcher à sa place. Ça ne veut pas dire marcher devant lui. C'est marcher à ses côtés. Et marcher à ses côtés, c'est marcher à son rythme. C'est à nous de nous adapter à son rythme. Vous voyez, quand on accompagne quelqu'un en fin de vie, ben, il ne faut pas le forcer à manger s'il n'a pas faim, par exemple. Ça ne sert à rien. C'est comme si vous forciez le patient à vous adapter à vos propres peurs. À ce que vous désirez, mais ce n'est pas ce que lui désire. Accompagner, c'est faire ça. Le patient fait un pas en avant, on fait un pas en avant. Il fait un pas en arrière et on fait un pas en arrière. Nous l'accompagnons. Ok? Ça, c'est vraiment très important. On l'accompagne. Ce n'est pas lui qui nous accompagne. Donc le travail de deuil, oui, c'est forcément douloureux. Il faut en passer par la souffrance. Alors la question est de savoir, est-ce que ces manifestations qui viennent, est-ce que c'est propre au travail de deuil? Freud disait en son temps, en 1926, dans un petit essai sur la mort, il disait que face à une expérience de perte, il y a forcément un travail qui se met en place, un mécanisme de réparation qui se met en place, donc le mécanisme de deuil. Parfois, on peut avoir l'impression d'halluciner le défunt. Mais quand on lit bien, enfin, il n'est pas très prolixe sur le sujet, mais dans ce qu'il dit, c'est on a l'impression de voir le défunt lorsqu'on se promène au supermarché, hop, il passe là-bas, il y a quelqu'un qui lui ressemble. Ah, comme mon papa. Ouais, mais non, c'est pas lui. Et vous voyez, c'est pas plus consistant que ça. C'est juste ça. Il dit, on a l'impression de le voir, hop, une image à la télé, ou quelqu'un dans la foule. C'est tout. C'est pas le grand-père ou le père qui apparaît au pied du lit et qui dit un message. C'est pas ça du tout. Hein. Alors, est-ce que c'est vraiment un mécanisme de défense? Eh bien, le psychiatre Olivier Chambon, peut-être que vous le connaissez, Olivier Chambon, vous en avez entendu parler, qui travaille beaucoup ces questions-là sur le deuil. Il dit, si c'était un mécanisme de défense, finalement, tout le monde en aurait. Les mécanismes de défense, on n'a pas tant que ça. Tout le monde en aurait, or, force est de constater que tout le monde n'a pas une manifestation de son défunt dans les jours qui suivent. Donc on ne peut pas vraiment classer ça comme un mécanisme de défense. De plus, il y a des fois des manifestations comme ça qui apparaissent, alors qu'on n'est pas du tout au courant que la personne est décédée. J'avais par exemple une dame qui était venue me voir, qui accompagnait une petite grand-mère qui était en fin de vie. Et elle vient me voir, pourquoi elle vient me voir? Elle vient me voir parce qu'elle me dit, Monsieur Gessiot, je suis vraiment très embêté, là j'accompagne ma belle-mère qui est en fin de vie. Et figurez-vous que son fils vient de mourir dans un accident de la route, là, hier. Ah. Est-ce qu'il faut qu'on lui dise que son fils est mort ou est-ce qu'il ne faut rien lui dire? Vous imaginez la pression sur mes épaules, là? Est-ce qu'on doit lui dire, est-ce qu'on ne peut pas lui dire? Heureusement, je suis psychologue, donc je suis malin. C'est-à-dire que, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Eh oui. Non, mais il faut faire attention avec certains sujets, il ne faut pas trop se prononcer. C'est vraiment, on est là pour faire cheminer la personne, faire accoucher la personne. Attention, hein, c'est pas moi ce que je pense, c'est ce qu'elle pense. Hein. On se dit, comment est-ce que vous feriez? Je me mouille un petit peu quand même, hein, parce qu'il faut un peu se mouiller. Et puis, au bout d'une heure d'entretien, on finit par dire que finalement, c'est une maman, c'est son fils, il ne faut pas la déposséder de ça. Même si elle est en fin de vie, c'est toujours une maman. Donc c'est toujours elle qui, voilà, elle doit savoir que son fils est parti. Ok. Donc elle me dit, ok, je vais aller lui dire. C'est pas une mission très sympathique pour moi, mais je vais lui dire. Bon. Le lendemain, elle revient me voir. Je commence à avoir un petit peu des sueurs froides. Alors comment ça s'est passé? Et elle me dit, mais c'est incroyable ce qui s'est passé. Je suis rentré dans la chambre pour lui dire que son fils était décédé, et elle m'a coupé net. Elle m'a dit, je sais ce que tu veux me dire. Tu veux me dire que Jacques est décédé? Oui, Jacques est décédé. Comment tu sais ça? La nuit dernière, il est venu au pied de mon lit, et il m'a dit, maman, je suis là, et je t'attends. La messe était dite. Et elle me dit, mais quand ma belle-mère m'a dit ça, je me suis mis à fondre en larmes et ça m'a ôté un poids de mes épaules. Et oui. Alors comment est-ce qu'on explique ça, si c'est un mécanisme de défense psychologique? Hein,
Donc ce n'est pas un mécanisme de défense. Et puis les VSCD, les vécus subjectifs de contact avec les défunts, apparaissent parfois aussi chez des personnes qui n'avaient pas un lien très fort avec la personne qui est encore en vie. On pourrait penser que c'est un lien d'amour, et le lien d'amour il est tellement fort qu'on a envie de retrouver la personne, et donc on crée une hallucination, c'est notre désir, on a envie plus que tout, mais des fois, vous savez, il y a des histoires de vie qui sont rudes, et quand une personne part, des fois, on est parfois soulagé. Je pense à des histoires terribles, vous savez, des femmes qui ont vécu sous le joug d'un mari violent, agressif toute leur vie, qui les a brimées, et quand le mari part, elles retrouvent comme un second souffle. Et bien même dans ces cas-là, le mari peut arriver et revenir dire un dernier adieu. Vous voyez, le lien d'amour n'est pas toujours obligatoire. Ça peut arriver aussi. Donc, est-ce que c'est une hallucination ? C'est pas trop une hallucination, parce que si c'était une hallucination, ça serait vraiment pas aussi structuré que ça. Les hallucinations, en général, c'est quelque chose d'assez fugace. On voit un chat passer, on voit des formes sur le mur, mais on n'arrive pas trop à comprendre ce que c'est. Ça nous dérange, ça nous met très mal à l'aise, mais il n'y a pas de signification, il n'y a pas d'histoire, si vous voulez, autour de ça. Alors que dans les manifestations des défunts, il y a une histoire, c'est très concret. Vous voyez la différence ? Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas non plus de morcellement psychique, il n'y a pas de déstructuration psychologique. La personne continue à parler comme il faut, continue à vivre sa vie normalement. Son état mental n'est pas altéré. Comme ça peut être le cas dans la schizophrénie ou dans la maladie d'Alzheimer. Non, il n'y a pas de ça du tout. Ce ne sont pas des hallucinations. Les VSCD nous font avancer, ça je l'ai déjà dit. Voilà. Je vais vous dire une autre, puisque j'ai besoin d'exemples, vous voulez des exemples ? Je vais vous parler de Florence. Florence est une femme qui a 50 ans et qui vient me voir pour parler du deuil qu'elle subit et comment ça vient changer, bouleverser sa vie. Et puis elle me raconte la chose suivante. Plusieurs semaines après le décès de sa maman, elle est allée dans son appartement pour vider l'appartement. Donc elle commence à vider la penderie, vider les chambres, et puis tout d'un coup, elle est prise par une grande fatigue. Elle me dit, j'étais épuisée tout d'un coup. Je vais dans la chambre, je me couche, je commence à m'endormir, et tout d'un coup, je suis réveillé en sursaut par un grand bruit. Je me redresse, et je vois là, dans l'encadrement de la porte de la chambre, ma grand-mère. L'apparition de ma grand-mère, qui est là. Pas ma mère, hein, ma grand-mère qui est là. Et ma grand-mère qui me dit, Florence, ta maman a besoin de toi. Comment ça, ma maman a besoin de moi ? Et voilà, elle me livre ça. Elle dit, voilà, ma maman a besoin de moi. Et en parlant, pendant l'entretien, elle réalise que sa maman avait donné son corps à la science, que son corps, donc de la maman, a été incinéré, et qu'elle n'a jamais récupéré les cendres de sa maman. Oui, pendant qu'on en parle, elle réalise que ça, mais au fait, c'est vrai. Les cendres, elles sont toujours là-bas, je ne les ai jamais récupérées, et il n'y a jamais eu d'enterrement. Ouais. Ça marche comme ça un peu le déni, la dénégation. À la fois je sais, et à la fois je ne sais pas. À la fois elle savait que sa maman était décédée, qu'elle avait donné son corps à la science, et en même temps, une partie d'elle avait oublié cette information. Les deux informations étaient dans le cerveau. Et là, elle réalise, vraiment, elle conscientise pendant la séance. Et elle me dit, il n'y a pas eu d'enterrement, et il n'y a pas eu non plus d'encensement. Vous savez, on peut encenser le corps pendant les enterrements. Et elle dit, mais finalement, pour moi, c'est très important d'encenser le corps. Je ne m'en rendais pas compte, mais là encore, quand je vous parle, je me dis que c'est un choc pour moi que le corps de ma maman n'ait pas été encensé. Alors je lui dis qu'il n'est pas trop tard pour faire la chose. Ce soir, en rentrant chez elle, vous allez pouvoir prendre une photo de votre maman, de mettre une petite bougie, de faire brûler un bâton d'encens, et voilà, d'envoyer une pensée lumineuse à votre maman. Et puis le lendemain, elle pourra aller chercher les cendres de sa maman et puis faire l'enterrement comme elle le voulait. Que penser de cette manifestation ? Mes collègues me diront, oui, Simon, c'était une forme de déni, de dénégation. C'était sa culpabilité qui fait que c'est revenu sous forme de rêve, d'hallucination. D'un point de vue psychologique, ils ont raison. Ça peut être purement l'esprit inconscient qui a créé ça.
Mais alors, que penser des manifestations qui viennent nous dire de faire des choses qu'on ignorait? Et là, je vais vous parler de cas de Julie. Julie, c'est une jeune femme de 19 ans que je reçois pareil en entretien, en soins palliatifs, puisque son beau-père vient de décéder. Son beau-père s'est occupé d'elle de l'âge de 4-5 ans jusqu'à ses 19 ans. Et donc, elle est très affligée par la perte de son beau-père. Elle commence à me parler comme ça de l'absence qu'elle vit au quotidien, des mots un petit peu maladroits des uns et des autres. Et puis elle me fait cette réflexion très juste en me disant tout le monde autour de moi me dit tu sais Julie, je suis là pour toi si tu as besoin. Mais elle me dit les gens ne sont jamais là pour moi. Dès que je commence à en parler, ils changent de sujet. On voit, ils baissent les yeux. Ou alors tout d'un coup, ils ne m'invitent plus dans les soirées. Ils ne sont pas là pour moi, les gens. Julie prend doucement conscience de l'ambiguïté de la nature humaine. Mais elle me raconte ça. Julie vit encore avec sa mère, elle a 19 ans, donc elle vit dans la maison familiale, donc avec sa mère et où vivait son beau-père. Et elle me dit que depuis quelques jours, quelque chose a changé dans la maison. Ça a d'abord commencé par des rêves qu'elle fait. Elle voit dans rêve son beau-père marcher dans sa chambre. Mais c'est pas tout à fait comme un rêve, c'est-à-dire que quand elle se réveille, elle a vraiment cette impression de réalité. Vous savez, dans les rêves, il y a toujours le côté un petit peu farfelu de la chose, qui saute du coq à l'âne. Puis quand on reprend nos esprits, quand on se réveille, on se dit « Ah bah oui, c'était vraiment un rêve ». Là, pas du tout. Elle se réveille, elle a l'impression que c'était vraiment présent, très réel, très palpable. Bien troublée, elle essaye de se convaincre que c'est simplement la manifestation du deuil, encore une fois. Voilà. Elle est tellement triste que son cerveau travaille, c'est normal, heureusement d'ailleurs. Mais les jours passent, et les sentiments de présence continuent, de plus en plus. Maintenant, lorsqu'elle est couchée, il lui arrive d'entendre des bruits de pas dans sa chambre. C'est-à-dire qu'elle ne dort plus, elle éteint la lumière, et elle entend des bruits de pas tout autour d'elle. Et elle dit, j'entends le plancher grincer exactement de la même manière comme lorsque quelqu'un marche dessus. Vous savez, le parquet, ça grince quand quelqu'un pèse de tout son poids sur la lame. J'allume la lumière, je regarde, non, il n'y a personne. Il n'y a rien. On peut comprendre, elle commence à avoir un petit peu peur. D'autant que maintenant, elle entend des bruits au plafond, dans le grenier, et qu'elle entend comme une respiration autour d'elle, le soir. Ah là, on est proche d'Halloween, hein. Là, on est bon. Là, tous les ingrédients sont réunis. Hein. C'est l'exorciste, là. Hein. Et je lui dis, parfois je suis mon instinct comme ça, et puis voilà, j'ai été initié avec Henri Vigneault, entre autres, qui m'a dit, mais... Alors je lui dis, mais peut-être que votre beau-père, il a quelque chose à vous dire. Elle me dit, peut-être, je note ça dans un coin de ma tête, peut-être, ouais, peut-être. Et puis je continue, je dis, mais je sais que parfois, un revenant peut se manifester lorsqu'il a quelque chose qui l'empêche de partir, ou lorsque quelqu'un le retient. Et là, elle me dit, mais alors là, oui, tout à fait. Là, ma mère, elle fait comme si il n'était pas mort. Elle continue de mettre son couvert à table. Elle porte son pyjama. Elle se parfume avec son parfum. Elle ne veut rien jeter dans la maison de ce qui lui a appartenu. C'est-à-dire que le moindre papier qu'il a pu toucher, même si c'est des gribouillis, non, il ne faut pas y toucher, il faut le laisser tel quel. Elle veut vivre dans un monde où son mari serait encore là, dans sa tête. Sa souffrance est grande à cette dame. Donc elle me dit, oui, ma maman, elle est comme ça. Ouais. Bon. On se quitte là pour cet entretien. Je la revois 2 ou 3 semaines après. Et puis elle me dit que les rêves ont continué. Mais cette fois, elle me dit, je vois mon beau-père, pardon, je lis, hein, pour restituer vraiment ces mots, je vois mon beau-père dans la chambre parentale, donc plus dans sa chambre cette fois, mais dans la chambre où était son papa, avec sa maman, son beau-papa. Je vois mon beau-père dans la chambre parentale, il marche dans la pièce, il se dirige vers la fenêtre, vers les rideaux, il se retourne, il me fait face, il me regarde, et il disparaît. Le rêve est tellement précis qu'un matin, elle se lève et elle décide d'en avoir le cœur net. Elle sort de sa chambre, elle descend les escaliers, elle rentre dans la chambre de sa maman, elle va vers la fenêtre, elle va vers les rideaux, elle soulève la tenture et là, l'urne funéraire
de son beau-père qui était caché là. C'est-à-dire que sa maman, sans rien dire à personne, avait ramené l'urne funéraire et l'avait planqué dans la chambre, derrière les rideaux, sans rien dire. Ça en fut trop pour elle. Julie a dit à sa maman, surtout, s'il te plaît, maman, ces cendres, tu les mets ailleurs. Ça n'a pas à être dans la chambre parentale, ça n'a pas à être dans la maison. Mets-les ailleurs, et puis s'il te plaît, va consulter un psychologue. Elle l'a fait. La maman, contre toute attente, a accepté d'aller consulter un psychologue. Elle a accepté un petit peu de lâcher de certaines affaires. Alors pareil, moi je dis, avec ça, il faut aller assez doucement. Quand quelqu'un décède, il ne faut pas forcément jeter toutes les affaires d'un coup. Il faut y aller tranquillement. Ça va venir dans les semaines, dans les mois à venir. Et puis s'il n'y a pas à les jeter, on ne les jette pas. Chacun a son rythme pour ça. Il y a des gens qui me disent, une semaine après, ils ont tout déménagé dans la maison. Ok, ça me va. Si vous êtes à l'aise avec ça, ça me va. Pour imprimer une autre énergie, vous voyez. Ok. D'autres me disent, mais non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. C'est pas possible. Ça me va aussi. Quand ça sera le moment, ça viendra. Chaque chose en son temps. Voilà. Donc la maman a commencé à consulter, ça va beaucoup mieux, et Julie n'a plus eu trop de manifestations. Elle en a eu encore un petit peu, mais c'était plus subtil. Voilà. Donc comment expliquer ça quand on est psychologue? Est-ce que c'est une hallucination là? J'en doute. Ah oui, alors j'ai eu ce cas-là aussi avec ce que j'appelle une VSCD, un contact de synchronicité. Vous savez, donc des fois les défunts, ils apparaissent comme ça pour venir nous consoler, nous rassurer. Donc c'est le type des manifestations des VSCD. Et parfois, il y a cette synchronicité, c'est-à-dire que le défunt, il envoie un message que seule la personne peut comprendre. Il n'apparaît pas, il ne caresse pas, il ne touche pas, mais il envoie un signe. Je vais vous expliquer. J'ai en entretien une jeune femme qui vient me voir et qui est bouleversée parce que son père est décédé assez subitement. Il avait une maladie grave, mais la maladie grave s'est empirée très très vite. Et le papa est décédé assez rapidement. Et la jeune femme, elle est enfermée dans une souffrance inextinguible et elle n'arrête pas pendant tout l'entretien de dire « Mais papa, pourquoi tu m'as quitté? Papa, je t'aimais plus que tout. Et toi, tu m'aimais plus que tout. Et si tu m'aimais plus que tout, pourquoi est-ce que tu m'as quitté? Comment tu as pu me faire ça? Et papa, pourquoi tu m'as quitté ?» Je ne savais pas quoi faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'essayais de parler, d'intervenir, c'était coupé en fait, c'était un monologue. Et cette femme me dit, mais j'ai une copine qui a perdu sa petite fille, et sa petite fille, tous les jours, elle lui envoie des signes. Et moi, papa, tu m'envoies aucun signe. Pourquoi tu m'envoies aucun signe? Je t'aimais, papa. Pourquoi tu m'envoies aucun signe? J'ai essayé de lui expliquer un petit peu les choses, qu'il faut un peu prendre de distance, laisser le temps. Non, elle n'entendait rien. Elle était vraiment enfermée dans cette souffrance. Tout ce que je disais, ça glissait comme l'eau sur les plumes d'un canard. À tel point, je vous dis que j'étais tellement impuissant que moi-même, je me suis dit, mais s'il vous plaît, monsieur, le papa, si vous êtes près de nous, envoyez un signe, là, parce qu'elle en a vraiment besoin. Je regarde pendant tout l'entretien autour de moi, il n'y a rien qui se passe, le portable ne se met pas à vibrer, il n'y a pas un cadre qui se décroche, il n'y a rien qui se passe. Oh, c'est dommage. On prend rendez-vous pour la semaine suivante. On sort de mon bureau, donc j'ouvre la porte. Donc mon bureau, il donne directement dans le couloir où il y a toutes les chambres des patients. Au moment où j'ouvre la porte et où cette dame sort, le patient qui est dans la chambre d'en face fait tomber son poste de radio. Il tombe au sol, la radio se met à chanter à tue-tête, mais le volume à fond, quoi, à fond. Et ça se met à hurler dans tout le couloir. Et ça se met à hurler quoi? Une chanson. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Oh, que je t'aime, que je t'aime, oh, que je t'aime. Et clac, ça coupe. J'ai pas eu le début de la chanson, j'ai pas eu la fin, j'ai eu ces si que je t'aime de Johnny Hallyday. Johnny. Et moi, je suis resté là, je suis sidéré, mais jamais depuis toutes ces années où je suis là, ça s'est produit. Des fois, il y a la radio, la télévision qui est un peu forte, mais jamais comme ça, une radio a été aussi tonitruante, juste dans la chambre qui est en face de mon bureau, vraiment celle qui est là. Au moment où la patiente sort, au moment où je demande un signe pour cette dame, où cette dame demande un signe, au moment où elle sort, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime,
que je t'aime, oh, que je t'aime. Et clac, ça coupe. Je la regarde, je dis... Et donc, c'est-à-dire qu'elle était tellement emmurée dans sa souffrance qu'elle n'a pas entendu, elle ne m'a pas vu, et moi j'étais tellement surpris par ce qui s'est passé que je ne l'ai pas tiré par... Non, elle est partie. Elle est partie, elle n'a pas percuté. C'est pour ça que je vous dis que quand on est tellement affligé par la séparation, on n'est pas assez ouvert, on ne perçoit pas les signes. Et les défunts peuvent nous en envoyer, on ne les aura pas. Voilà. Je vais vous parler, quelle heure j'ai assez... C'est bon? C'est bon? Une autre synchronicité au moment du décès. Parce que ça, c'est pareil, j'étais un petit peu surpris de voir ça dans ma pratique. J'avais déjà entendu parler de ça dans les films, dans les reportages, dans les témoignages, dans les livres, mais ça ne m'était pas arrivé avant de travailler en soins palliatifs. J'ai un monsieur qui est accompagné, pareil, en soins palliatifs, et je reçois son épouse, et voilà, régulièrement. Et ce monsieur finit par décéder, et donc je continue de suivre en suivi de deuil son épouse. Et elle me raconte la chose suivante. Monsieur Gessiot, figurez-vous que dans les mois précédents, mon mari avait offert une montre à ma petite fille. Mais vous savez, les anciennes montres qu'il faut remonter là, tous les jours. Et donc, tous les jours, ma petite fille remonte la montre pour qu'elle soit toujours à l'heure. Et elle me disait, je trouvais ça la symbolique tellement belle, puisque c'était la montre de son grand-père, que tous les jours, ma petite fille remontait, comme si ça lui donnait un petit peu d'énergie pour aller toujours un petit peu de l'avant, pour aller mieux. Eh bien, figurez-vous que voilà ce qui s'est passé. Ma fille, donc la maman de la petite fille, ma fille a fait un rêve étrange. Une nuit, elle a rêvé qu'on était là, tous à une fête, avec son papa, et que pendant la fête, Dan, parce qu'il s'appelait Daniel, Dan, dit « Bon, maintenant, pour moi, la fête, elle est finie, il faut que je parte. » Il s'en va, et la fête continue dans le rêve. Et puis, au bout d'un moment, on se dit « Mince, où est-ce qu'il est parti, Dan? On le cherche, on ne trouve plus. » Bon, et elle se réveille là-dessus. Mais elle se réveille avec ce curieux pressentiment. Elle se lève, elle va voir la montre qui était donnée à la petite fille. 9h35, la montre s'est arrêtée. Elle essaye de la remonter, la molette ne marche plus. Ça tourne dans le vide. 10 minutes plus tard, elle a un coup de fil de l'hôpital. « Madame, votre papa est mort, il est parti à 9h35. » Et à partir de ce jour-là, la montre n'est plus jamais repartie. Et ça, c'est pas qu'une légende urbaine. Vraiment, j'ai eu beaucoup de témoignages de montres qui s'arrêtent à l'heure précise du décès. Ou à contrario, des vieilles pendules qui ne fonctionnaient plus, mais qu'on gardait parce que c'était un peu esthétique, elles étaient un peu jolies, ça faisait partie de l'héritage familial. Des montres qui remarchent au moment du décès. Et elles se remettent à sonner. Ding, ding, ding. C'est un peu glauque, hein. Elle sonne, ça remarche pendant quelques minutes et elle s'arrête à nouveau et elle ne repart plus. C'est très fréquent. Les portables, mais ça, j'en entends parler depuis hier, mais c'est vrai, les portables qui se mettent à sonner, le numéro inconnu, ça se met à sonner alors que le portable était éteint. Il se rallume, ça sonne. Au moment du décès. Plein de témoignages comme ça. Les cadres qui tombent, boum. Il y a ça dans les films, mais il y a ça dans la réalité aussi. Mais les montres qui s'arrêtent, vraiment, ça j'ai vraiment beaucoup lu d'histoires comme ça. Ah, les synchronicités. Alors, est-ce que ça, ce sont des hallucinations? Non. Mais non, ce ne sont pas des hallucinations. Ouais, ça, on s'en fout, c'est de la théorie. C'est pas bien grave. Allez, j'ai un autre témoignage qui a été assez récent. C'est un monsieur qui voulait à tout prix me voir, parce qu'il savait que j'étais assez ouvert sur ces sujets-là. Et que la vie a fait en sorte que je m'ouvre de plus en plus en travaillant dans ces services-là. Vraiment, j'ai eu beaucoup de témoignages et voilà, ça m'a fait grandir. Et donc Jean, alors c'est pas son vrai prénom, je change tous les prénoms, hein, donc c'est pas son vrai prénom. Jean est venu me voir un jour et puis il me dit vous savez, j'ai quelque chose d'incroyable à vous expliquer. Voilà, j'ai juste envie de vous témoigner de ça. Ok. Jean, il a perdu son épouse il y a quelques mois. Ok. Figurez-vous, monsieur Gessium, que quand j'étais plus jeune, j'étais passionné par le paranormal et par l'existence d'une vie possible après la mort. Et avec un copain, on s'était fait alors pas le pari, mais un peu, comment dire, on s'était dit, le premier qui part va faire un signe à l'autre. Vous voyez, c'est un peu connu, ça.
Ok, il s'était dit ça. Les années passent et son copain meurt. Il dit, écoute, voilà. Est-ce que tu vas venir me voir? Mais il savait aussi qu'il faut demander au défunt de faire quelque chose, parfois de très précis, pour être sûr que c'est lui. Vous voyez, que ce n'est pas le hasard de la vie qui fait qu'il y a un truc qui arrive. Quelque chose de très précis, donc une demande très précise. Et sa demande, elle est originale. Tous les soirs, il mettait une petite pièce de 5 centimes sur une étagère dans l'entrée, en dessous des chaussures qui étaient alignées. Vous voyez, les paires de chaussures qu'on aligne devant l'entrée, il y a la penderie où on met les vêtements, et au-dessus, il y a une étagère. Donc il met une pièce de 5 centimes. Et il dit, mon ami, si tu es passé dans l'au-delà, si survivance de l'âme il y a, fais en sorte que cette pièce tombe dans une de mes chaussures. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent et les années passent, la pièce, elle reste toujours en haut, elle ne bouge pas. Jean, bon, il est un petit peu déçu de ça. Mais bon, mais ça ne s'arrête pas là. Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé? Non. Il y a une semaine, alors que je me préparais pour aller faire mes courses, pour aller au marché, j'ai voulu mettre mes chaussures, et dans ma chaussure, j'ai retrouvé une pièce de 5 centimes. Mais ça faisait des années que j'avais laissé tomber ça, j'avais pas mis de pièce, il n'y avait plus de pièce, il n'y avait plus rien. Je ne sais pas comment cette pièce de 5 centimes est arrivée dans ma paire de chaussures. Mais là, elle était là, une pièce de 5 centimes. J'ai rien demandé. Voilà. Et c'était un signe de ma femme. Enfin, il l'a interprété comme ça. Pour moi, c'était un signe de ma femme. Elle savait que si je voyais ça, automatiquement, je reconnaîtrais. Voilà. Je vais m'arrêter là-dessus pour les témoignages. Je pense que c'est l'heure à peu près. Je voulais vous dire... Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. N'attendez pas que ça soit la toute fin, parce que ça, j'ai tellement vu des personnes en soins palliatifs attendre une parole qui délivre. Souvent des femmes, parce que les femmes viennent plus facilement voir un psychologue, et qui sont là au chevet de leur mari, qui assistent pendant des jours et des jours à l'agonie. Pourquoi vous êtes là, madame? Parce que je veux savoir si j'étais une bonne épouse, si je l'ai rendu heureux. Il ne me l'a jamais dit. Il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait, et j'aimerais que dans un sursaut comme ça, il me dise qu'il m'aime, que j'ai été bonne pour lui. Des fois, ça n'arrive jamais. Par pudeur, par des tas de raisons, ça n'arrive pas. Vous savez, je dis souvent, on meurt comme on a vécu. Si on était un taiseux toute sa vie, jusqu'à sa mort, on sera aussi taiseux. Si on était très exubérant, on sera aussi comme ça. On meurt comme on a vécu. C'est très rare. J'ai vu quelques fois des personnes qui changeaient en fin de vie, qui étaient très taciturnes, très renfermées, qui tout d'un coup s'ouvraient aux autres. Mais j'en ai 1, 2, 3, ça se compte sur les doigts d'une main. La plupart du temps, donc on meurt comme on a vécu. Donc elles attendaient. Donc s'il vous plaît, de votre vivant, n'attendez pas pour dire aux gens que vous les aimez, que vous les aimez. Ce soir, quand vous allez rentrer, à embrasser votre femme, embrasser votre mari, dites à vos enfants que vous les aimez, dites à vos chiens, parce que j'étais très touché par les témoignages de Christine Lamour. Voilà, ça m'a bouleversé. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Dites à vos chiens, à vos chats, aux animaux, à tous ceux que vous aimez, à tous ceux que vous aimez, dites que vous les aimez ce soir, en rentrant. Vous allez voir, ils vont peut-être trouver ça bizarre. Ils vont vous dire, mais c'était quoi le congrès auquel tu as assisté ce week-end? Qu'est-ce que... C'est une secte? Mais sinon, tout va bien pour toi dans ta vie, t'es sûr là? Oui, tout va bien. C'est justement parce que tout va bien que je tiens à te dire que je t'aime et que tu es important pour moi. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire, mesdames et messieurs. Et donc... merci.